Donc on m'a demandé de traiter de qui et combien seront les spécialistes de médecine d'urgence de demain en Île-de-France. Un petit rappel quand même, un point de repère en termes de formation des urgentistes. On vient de loin. Je vous rappelle les points clés, historiques. La CAMU, juste l'aide médicale urgente en 86. La capacité de médecine d'urgence en 98. Le DESC en 2006. Et puis très récemment, curieusement, l'arrêté est daté du 13 novembre 2015, date qui a une autre signification puisque c'était les attentats terroristes sur la région parisienne. Et puis plus récemment, la création du CNU de médecine d'urgence. D'autres spécialités nouvelles avec un DES n'ont pas encore leur CNU propre et je pense que c'est une bonne chose. Le DES de médecine d'urgence, il est organisé en 4 ans, comme beaucoup de spécialités médicales, avec une phase socle où on va dans un service d'urgence et puis dans un service de médecine interne, gériatrique ou polyvalente. Une phase d'approfondissement de 2 ans où on passe en pédiatrie, on passe en SAS-MUSMUR, on fait de la réanimation et puis un stage libre. Et enfin, la phase de consolidation où on passe la moitié de son temps en service d'urgence et la moitié en SAMUSMUR. L'important aussi, c'est de noter qu'il y a au moins 3 mois de formation à la régulation médicale. Avec les problèmes d'actualité actuels, je pense que c'est une chose à signaler. La réforme du 3e cycle, en fait, on a eu le bénéfice de cette réforme pour passer enfin ce DES de médecine d'urgence. Il faut savoir que cette réforme du 3e cycle, elle est complexe, elle est extrêmement importante puisqu'elle va permettre une meilleure homogénéisation de la formation entre spécialités et entre régions, avec pour beaucoup d'enseignements maintenant des enseignements qui sont organisés de manière nationale. Ça a demandé un énorme travail et c'est pas fini par les enseignants, quels qu'ils soient, y compris sur les terrains de stage, les facultés, les coordonnateurs, la DGOS, les ARS, notamment pour tout ce qui est les agréments, la répartition. Et c'est le travail des CHU, mais aussi des CH pour tous ces terrains de stage. C'est pas fini. L'année prochaine, on a travaillé cette année non seulement sur la phase d'approfondissement, mais aussi on est en train d'organiser les choses pour les FST. Et puis très vite va venir l'organisation de la dernière année. Donc les choses sont encore en travaux et c'est un chantier considérable. Alors, qui seront les spécialistes de la médecine d'urgence demain ? Ce que je peux vous dire quand je vois la maquette du DESC, la durée de formation, j'ai insisté sur la régulation médicale, il est clair qu'ils seront beaucoup mieux formés que ce qu'ont été les anciennes générations. Si on regarde la durée de formation qui était de 2 ans, non, c'est une réalité, c'est un progrès. C'est une réalité, c'est un progrès. Et les anciennes générations n'ont pas eu accès à des outils comme la simulation, qui d'ailleurs sont mis en place pour toutes les disciplines, et pourront bénéficier d'une formation beaucoup plus longue et beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'ils seront mieux formés, ce qui d'ailleurs ouvre le débat de la formation continue dont nous parlera tout à l'heure Didier Honard, à la fois pour les anciennes générations et pour maintenir les compétences des nouvelles générations issues du DES. Maintenant, on peut se poser la question aussi de qui ils vont être, et une des informations intéressantes est comment s'est fait le choix des spécialités en 2017 en France. Alors, il y a plusieurs façons de voir ça, et je vous renvoie à cet article fait par Pierre Osfater, le coordonnateur d'Île-de-France, sur le classement par spécialité, comment se place la médecine d'urgence. Vous voyez que, bien sûr, des spécialités comme l'ophtalmologie, les maladies infectieuses, sont placées en premier choix par les internes sur la France. Et la médecine d'urgence n'est pas forcément, en termes de spécialité, très bien placée. Néanmoins, cette spécialité est aussi à un volume d'internes considérable. Elle est la 2e, juste derrière la médecine générale. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que le choix s'étale sur l'ensemble des internes. Par contre, en Île-de-France, le choix a été beaucoup plus favorable, avec des internes mieux placés que dans les autres régions. Et surtout, par rapport à la médecine générale, on est assez content de voir que la médecine d'urgence n'a pas eu de poste vacant. Néanmoins, je pense qu'il y a du progrès à faire. Peut-être que la première année où s'installait cette spécialité nouvelle a pu introduire des craintes. D'ailleurs, l'ensemble de la réforme avait introduit des craintes. Et il faudra probablement travailler pour être attractif sur ces internes. Et aujourd'hui, je dois saluer par exemple le travail de communication, d'attraction qu'a eu la réanimation médicale sur ces internes, avec un travail effectivement d'information considérable qui a été fait au niveau national et au niveau régional. Alors le problème, c'est combien? Et là, je voudrais vous parler un petit peu de
L'histoire discrète, pas secrète, mais discrète juste parce qu'elle n'a pas fait forcément le buzz médiatique, sur ce qui s'est passé quand on a dû décider combien d'internes en France et dans chaque région devaient être formés à la médecine d'urgence. Alors on s'y était intéressé depuis déjà quelques années. En 2014, j'avais publié cet article pour faire le bilan de la formation par le DESC. On voyait deux informations. D'abord que le nombre d'urgentistes formés par le DESC était en croissance régulière depuis sa création et qu'il y avait aussi une disparité régionale très importante, facteur de 1 à 3 quasiment, avec des régions très sinistrées. Et pour l'Île-de-France, c'était un peu mieux que la moyenne. La dernière mouture du DESC, retenez ce chiffre, 489 DESC, à peu près 500 en France, et en Île-de-France, 110. Donc quand il s'est fallu de décider de négocier le nombre d'internes en 2017, les urgentistes avaient anticipé un problème politique simple. Le nombre de médecins généralistes était artificiellement erroné, puisque d'emblée, on savait très bien qu'il y avait en France environ 500 DESC de médecine d'urgence qui ne feraient pas médecine générale et environ 200 DESC de gériatrie qui ne feraient pas non plus médecine générale. Mais le fait d'isoler et de dire qu'il y aurait maintenant des DESC de gériatrie et de médecine d'urgence allait de facto artificiellement diminuer le chiffre de formation en médecine générale et que ça pouvait être politiquement difficile. On a essayé de prévenir au niveau national de cette difficulté en disant qu'on ne pouvait pas comprendre que la formation diminue au niveau régional. Néanmoins, ce qui était un peu anticipé est arrivé. La première région à proposer via son ONDPS a été l'Île-de-France, qui proposait moins 40% de formation d'urgentistes. Ça a entraîné une mobilisation importante en Île-de-France, mais aussi dans les autres régions, car le problème n'était pas limité à l'Île-de-France, et aussi au niveau national. Combien de postes d'internes? Donc, je vous ai rappelé, la formation du DESC, c'était presque 500, dont 110 en Île-de-France. Les besoins exprimés au niveau de la France par les urgentistes étaient plutôt 500, et ça nous paraissait bien de demander 100 en Île-de-France, puisqu'il y avait une évaporation d'environ 10 à 15 étudiants chaque année. Et la capacité maximale de formation, de toute façon, elle était évaluée à 500 pour la France et à 110 pour l'Île-de-France. La proposition de l'ONDPS national était de moins 20% de formation. Proposition qui n'était pas vraiment acceptable. Et puis il y avait des propositions assez hallucinantes du côté des DOM, pour la Réunion, Antilles-Guyane, où là, grosso modo, ils ne formaient plus d'urgentistes, à se demander si on n'avait pas l'aide d'une taupe au ministère qui sortait ces chiffres pour nous aider. La proposition de SAMU Urgences de France à ce moment a été in fine de 470 avec 90 en Île-de-France. Pourquoi cette baisse? Parce qu'on savait pertinemment que le nombre d'internes cette année-là allait être diminué considérablement. Grosso modo, il y a eu au niveau national moins 500 internes qui ont refusé d'aller dans la réforme tout de suite et ont préféré attendre une année. L'arbitrage final, il s'est fait aux alentours de 460 pour tenir compte de cette baisse du nombre d'internes et 86 en Île-de-France parce que j'avais demandé à ce que soit rééquilibré 4 postes vers 2 régions pour lesquelles 2 internes, c'est énorme quand on n'en a que 12 au cours d'une année. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour 2018 ? On en reste probablement avec des besoins estimés à 500 pour la France et 100 pour l'Île-de-France. On s'est auto-censuré. On a demandé quelque part un statu quo, 484 pour la France et 86 pour l'Île-de-France. Les propositions des ARS qui sont remontées vers l'ONDPS régional sont plutôt à la baisse, de 468. L'Île-de-France a joué son rôle en maintenant la demande des urgentistes franciliens. L'arbitrage est en attente. Une lettre du président de l'ONDPS national au président de la collégiale universitaire étant rassurante sur l'arbitrage final, mais il est en attente. Clairement, pourquoi on a eu cette auto-censure? D'abord parce qu'on est inquiet sur les capacités de formation de réanimation pour les urgentistes, puisque c'est obligatoire dans la maquette. Pourquoi on est inquiet? Parce qu'il y a eu des demandes qu'on a considérées comme pas très raisonnables d'augmentation de 35% par la réanimation médicale de leur poste d'interne, alors que l'anesthésie-réanimation ne demandait pas d'augmentation, et que les maquettes de certaines spécialités imposent un stage en réanimation.
Donc j'ai demandé au niveau de l'Île-de-France, et ça a été relayé au niveau national, un statu quo pour l'anesthésie-réanimation, la réanimation médicale et la médecine d'urgence, du nombre d'internes à former, alors même qu'on sait que le nombre d'internes global sur la France va un petit peu augmenter. Et puis, dans certaines régions, il y a une vraie difficulté d'avoir des ressources suffisantes dans les secteurs de réanimation pour les internes dès maintenant, sans même augmentation du nombre. Ce qui laisse penser qu'on a peut-être des difficultés. Et la question, c'est est-ce qu'il est si difficile de prévoir le nombre de spécialistes, toutes spécialités confondues, que ce soit au niveau régional ou au niveau national? Alors, il y a bien sûr le très mauvais exemple du numerus clausus, où la France a dû osciller entre 3500, le plus bas nombre, et 8500, avec des demandes aujourd'hui de certains d'augmenter le numerus clausus, alors qu'on sait que l'effet aura lieu dans 12 à 15 ans, et que dans 12 à 15 ans, l'augmentation juste du fait du moindre nombre de départs à la retraite dans les 10 ans qui viennent va aboutir à une inflation importante du nombre de médecins. C'est vrai qu'il est probablement très difficile d'évaluer des besoins nationaux pour certaines disciplines, encore plus les besoins régionaux parce que les médecins bougent d'une région à une autre. Il y a l'évolution de la médecine. On est sur plein de sujets dans une évolution ou une révolution de l'exercice médical ou même de la médecine avec certains progrès. On a l'évolution du système de santé qui est probablement dans les années qui viennent importante. Et puis, on ne maîtrise pas forcément les choix individuels de carrière. Néanmoins, je considère que quand j'ai lu le rapport de l'ONDPS national pour dire comment on allait évaluer les besoins en médecine d'urgence, quand on regarde juste des courbes d'âge comme ça, entre ceux qui ont les anciennes générations versus le desk, que c'est le seul moyen d'évaluer les besoins, c'est un peu juste. Or, les raisons de s'inquiéter sont là. Quand vous voyez les deux pics, ils ont une petite différence de taille. Et puis quand vous voyez le pic des autres diplômes en rouge, vous voyez que le pic il se décale un peu dangereusement vers les âges élevés, donc qui vont partir à la retraite bientôt. Ça, c'est juste deux informations qui sont un peu inquiétantes. Alors, j'ai une vision qui est simple, mais elle est peut-être simpliste, vous me direz. Le périmètre, il est à peu près connu pour la médecine d'urgence. C'est plus facile que dans d'autres disciplines. Les SAMU, les SMUR, les SAU. C'est essentiellement public, donc l'information est à peu près colligée de manière fiable, on va dire à 90% sur l'ensemble de la France par une même structure. On connaît le nombre de postes vacants. Les données démographiques, l'âge, le sexe sont connus. On peut faire une estimation du taux de fuite de la spécialité. La modélisation est facile. Et d'ailleurs, elle a déjà été faite par certaines spécialités. Il y a quelques années, des anesthésistes compétents en statistique, en modélisation, avaient fait les courbes en fonction du nombre d'internes qu'on mettait dans la filière d'anesthésie-réanimation. Voilà ce qu'allait se passer dans les années futures en termes de nombre d'anesthésistes en France. Et c'était ce genre de modélisation qui permet de savoir réellement où on va et combien on en forme. Alors pour terminer, il y a quelques particularités de l'Île-de-France. On a des capacités de formation souvent supérieures aux autres régions, une qualité de formation aussi importante, ne serait-ce que par la réunion des moyens sur l'ensemble de ces universités et facultés. Je vous rappelle qu'il y a 7 facultés de médecine. Par contre, l'attractivité est en baisse. Sur le plan régional, c'est plus difficile de s'installer en Île-de-France. Le coût du logement est plus important, les trajets sont parfois plus difficiles. Ce qui explique peut-être notamment qu'en médecine générale, on n'arrive pas à remplir les postes et que le jeune interne de médecine générale préfère choisir certaines régions que l'Île-de-France. Puis on a une géographie qui n'est pas forcément facile. Autant l'organisation hospitalière centrifuge peut être intéressante pour les moyens de formation, autant les moyens de locomotion qui sont aussi organisés de manière centrifuge-centripète font que pour les internes, ce n'est pas forcément très facile de voir son bassin de formation comme étant toute l'Île-de-France. Je vous remercie pour votre attention, mais je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire au niveau national et régional pour pouvoir avoir une vraie modélisation de ce qui se passe en termes de besoins de formation.